Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien. Une fois n'est pas coutume, je suis accompagné de Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Notre invité de ce soir, le président du conseil départemental de la Sarthe. Avec Dominique Leménaire, nous aborderons des sujets d'actualité dans les deux parties de notre journal, vous le verrez. Et puis vos questions sont les bienvenues, évidemment, sur le WhatsApp au 0670 672 792. Tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de ce jeudi 16 novembre, des soignants une nouvelle fois en colère. Une délégation a été reçue par le cabinet du préfet ce jeudi après-midi alors qu'un rassemblement de soutien était organisé par les syndicats. Autre action, celle des agriculteurs sartois sous bannière FDSEA et JA. Ils protestent contre la guerre des prix et la concurrence qu'ils estiment déloyale face aux produits étrangers. Et puis un peu de légèreté et d'histoire avec un anniversaire, les 100 ans du lycée des métiers Sainte-Catherine au Mans. Mais nous le disions en titre, les soignants ont une nouvelle fois exprimé leur colère ce jeudi. Une partie du personnel syndiqué de l'hôpital psychiatrique d'Allonne et du centre hospitalier du Mans s'est réuni devant la préfecture ce jeudi. Leur objectif, dénoncer la dégradation du système de soins dans le département et se faire entendre par le cabinet du préfet, le représentant de l'État dans le département. Un appel à manifester qui a réuni environ 150 personnes. Colin Ancel. Malgré les sourires, l'ambiance est morose devant la préfecture ce jeudi. En cette journée de mobilisation nationale, les soignants sartois dénoncent de nombreuses problématiques en santé dans le département. Ils espéraient être plus suivis par la population. Le temps ne concorde pas à attirer beaucoup de monde. Mais pour moi, c'est assez dommage, oui, parce que la santé de tout le monde est engagée et le plan de financement n'est pas à la hauteur des besoins de toute la population. Un plan de financement adopté avec l'article 49.3. Des députés apportent leur soutien mais déplorent un manque de mobilisation. Les syndiqués qui sont là, le personnel soignant, mais l'appel aujourd'hui il était aussi clair, c'est un appel aussi à la population. Et en effet, je le rejoins, il faut aujourd'hui que la population se mobilise aussi pour sauver le système de santé public. Au total, on recense environ 150 manifestants. Quelques personnes non syndiquées sont venues, peu nombreuses. Je ne comprends pas, mais je vous dis, ça a été prévu trop tard. Et je comprends tout à fait qu'il faut aider les soignants, parce que c'est impensable qu'on ferme des lits et après on va laisser des personnes âgées pendant des heures et des heures dans le couloir à l'hôpital. Les soignants ont tout de même pu s'entretenir avec le cabinet du préfet pour présenter les problématiques de santé et les insuffisances budgétaires auxquelles ils font face au quotidien. Une opération coup de poing à présent des agriculteurs. À l'appel des syndicats FDSEA et JA, des agriculteurs sartois se sont mobilisés ce jeudi dans plusieurs grandes surfaces autour du Mans. Ils demandent un prix rémunérateur pour leur production et le soutien des distributeurs. Anthony Piton. Une trentaine d'agriculteurs investissent ce supermarché d'Allonne. C'est carrément un produit qui est d'origine étrangère. Et c'est clairement indiqué, origine Allemagne, Pays-Bas, Danemark. Leur but, étiqueter tous les produits d'origine étrangère pour dénoncer les importations de cette grande surface. C'est déloyal, en fait, complètement déloyal. Et c'est beaucoup trop facile. Au lieu de soutenir l'agriculture française, au lieu de soutenir nos éleveurs, au lieu de rémunérer notre travail, on se permet d'aller s'approvisionner à l'étranger. Produits laitiers, volailles, légumes. Dans ce supermarché, plus d'une quarantaine de produits sont pris pour cible par les agriculteurs. On est passionné par notre métier et on voudrait juste en vivre tout simplement et qu'on trouve des produits français dans nos rayons et qu'on retrouve ça sur les tables. L'objectif affiché, c'est aussi de mettre la pression sur la grande distribution avant que ne débutent les négociations commerciales sur les prix. Pour ne pas le citer, M. Leclerc a annoncé la couleur, des négociations très dures qui vont avoir lieu. Aujourd'hui, on a des charges qui ont monté, même si le prix des matières premières s'est affaissé un petit peu. On est en agriculture, on est toujours avec une année de retard, puisqu'aujourd'hui on subit les charges de début 2022. Donc aujourd'hui, on a un prix de revient à respecter chez nous, on est des entrepreneurs. Les agriculteurs espèrent des prix rémunérateurs pour les producteurs français. Ils seront aussi mobilisés mercredi prochain devant la préfecture.
Nous avons beaucoup de sujets à aborder ce soir avec notre invité. Nous recevons Dominique Leméner, le président du conseil départemental de la Sarthe. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors Bonsoir. effectivement, au cœur de l'actualité, les routes départementales, notamment avec cette question du retour aux 80 km/h. Pour recontextualiser, la Ligue contre la violence routière, une association, saisit le tribunal administratif de Nantes pour un retour à 90 km/h. Ce mercredi, le tribunal administratif de Nantes rend une conclusion qui préconise ce retour à 80. Dans la foulée, Frédéric Beauchef, en charge du sujet au département de la Sarthe, organise une conférence de presse pour dire le refus de la majorité départementale de ce retour à 80. Pourquoi, Dominique Leméner ? Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a plus d'une cinquantaine de départements français qui ont fait le choix de respecter la loi, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'augmenter la vitesse de 10 km/h sur des axes qu'ils ont choisis en fonction de leur qualité, de leur sécurité. Et donc, à travers une association, un certain nombre de départements ont été assignés devant les tribunaux administratifs pour remettre en cause cette démarche à travers des arrêtés qui étaient nécessaires à la mise en œuvre de la mesure. Alors, Frédéric Beauchef a surtout fait remarquer qu'on avait d'un côté une assemblée délibérante qui s'était exprimée, qui avait fait un choix, et de l'autre une association qui représente sans doute un certain nombre de personnes, mais sans doute plus limité que ceux que représentent les conseils départementaux, et un tribunal qui va juger sur la forme, puisqu'en l'occurrence, c'est ce qui est reproché, sachant qu'ils ne se fondent non plus sur la loi, mais sur la jurisprudence des tribunaux, ce qui veut dire également une autre approche que celle qui était à l'époque demandée au département. Donc ça veut dire simplement que si, conformément aux réquisitions du rapporteur, il y avait une annulation de ces arrêtés, il faudrait que le département reprenne de nouveaux arrêtés. Ce que vous allez faire de toute façon. Le président de la commission a effectivement exprimé en disant que bien on referait les démarches pour pouvoir. Et concrètement, conformer. pourquoi ne pas vouloir tout simplement repasser à 80 km/h ? Alors, c'est d'abord une attente qui a été celle de nos concitoyens et qui d'ailleurs a été saluée lorsque nous l'avons mise en œuvre. C'est une démarche qui a été entreprise par, encore une fois, je dis plus de la moitié des départements français. Et ça correspond aussi, quand on regarde les résultats, non pas à une augmentation de l'accidentalité, mais au contraire, on le voit bien, à des tronçons qui ont été sécurisés, des tronçons sur lesquels les voitures peuvent continuer à circuler à une vitesse de 90 km/h, et surtout contribuer à une lisibilité que nous donne le code de la route, c'est-à-dire 20 km/h d'écart entre chaque vitesse limite. Quand vous êtes à 50, à 70, à 90, il y a une appréciation réelle d'un écart de 20 km/h, comme 110. Pas plus d'accidents, et c'est OK quand les routes sont bonnes. En l'occurrence, les 600 km de départementales en Sarthe sont plutôt corrects. Ce sont des routes, souvent des anciennes routes nationales, donc qui sont à des gabarits importants, qui permettent d'avoir effectivement une circulation, dont le trafic est souvent lui aussi élevé. Mais on est sur quelque chose, j'allais dire, de raisonné. On n'est pas sur la promotion de la vitesse, contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre. On est sur des situations qui sont appréciées, raisonnées. Et je constate d'ailleurs que l'accidentologie nous l'a démontré sur un certain nombre de secteurs de routes qui sont restés à 80 km/h, le nombre de victimes d'accidents a augmenté, alors que ça n'a pas été le cas sur d'autres qui étaient à 90 km/h. Donc tout ça est un sujet complexe qu'on a tendance à vouloir ramasser sur une question d'un écart de 10 km/h, et ça mérite mieux, à mon sens, dans l'appréciation. Justement, les investissements sur les routes, l'état des routes. Aujourd'hui, vous avez rencontré Clément Beaune, ministre des Transports, à l'hôtel de région à Nantes. Il est venu signer le premier contrat de plan État-Région de France, conclu pour la période 2023-2027. 1 milliard d'euros seront investis dans les transports durables dans les Pays de la Loire. Concrètement, quelles annonces ont été faites pour la Sarthe ? Alors, c'est une bonne nouvelle pour la Sarthe, et j'ai salué l'engagement de la présidente de région à cet égard, puisque on avait une situation dans le précédent contrat de plan qui n'était pas très bonne, j'allais dire, en euros par habitant, puisqu'on était de l'ordre de 109 euros par habitant. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 127% de progression, donc on sera à près de 248 euros par habitant, ce qui veut dire qu'un certain nombre de projets d'intérêt régional ont été pris en compte, mais également des projets d'intérêt locaux, local, avec des financements d'opérations routières, de voies vertes, de ferroviaires. Et là aussi, ça correspond, je crois, à une attente qui correspond à une volonté des collectivités d'être au plus près des besoins
de ces territoires, mais tout en s'inscrivant dans une politique régionale et interrégionale, notamment avec le ferroviaire, qui correspond à ces attentes. Le financement de projets que vous aviez déjà anticipés, concrètement, par exemple, je pense à la liaison Connerré avec l'autoroute, le diffuseur de l'huile sartoise qui pourrait démarrer peut-être plus rapidement, on en avait déjà parlé. Ce sont des opérations qui sont reconnues d'intérêt régional, donc effectivement qui vont bénéficier souvent aussi des anciens axes de route nationale comme l'axe Orléans, Le Mans, Laval, cette route de Saint-Calais qui est citée avec les créneaux de dépassement. Ce sont des éléments donc, qui sont non seulement d'intérêt local, mais aussi d'intérêt régional. Donc on voit bien l'importance qu'il y avait, tout comme pour le ferroviaire, les liaisons qui seront encouragées avec les aéroports parisiens d'Orly et de Roissy. Et de Roissy, absolument. Et des transports durables, on pense aux voies vertes, par exemple, des choses qui ont été entamées par le département, qui vont perdurer. Plus de TER ? Ça, c'est un sujet qui revient beaucoup dans notre département. S'agissant des voies vertes, effectivement, on a un programme de 140 km qui correspond exactement à la période concernée 2023-2027. Donc, on est effectivement heureux de pouvoir continuer à engager ces développements de mobilité douce. Et puis également pour les TER, une nécessité de pendularité, c'est-à-dire d'horaires plus importants, réguliers, qui nous permettent d'avoir plus d'appétence pour le transport ferroviaire. On sait qu'il y a l'infrastructure qui est importante, mais aussi la régularité du service qui est offert, des trains à l'heure, des trains qui circulent plus fréquemment, avec des horaires connus et répétitifs qui donnent donc envie de prendre le train et de s'assurer comme ça de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. À Nantes est acté un RER métropolitain, un nantais. Ça pourrait arriver en Sarthe, on en parle depuis 2020. Il y a des études qui sont engagées, qui font partie du contrat de plan, qui permettront sans doute de l'envisager dans le département, dans la période qui s'ouvre aujourd'hui. Des études donc pour connaître les besoins et bien sûr la réponse à ces besoins à travers ce que j'évoquais, d'une régularité, d'une pendularité. Alors, vous venez de parler du climat, on parle toujours des routes, l'entrée dans l'hiver, on le sait, rime avec mise en place du plan hivernal du plan de viabilité hivernale sur les départementales sartoises. Il est en place jusqu'au 11 mars. Il y a également de nouvelles contraintes liées au réchauffement climatique et on en a fait encore l'expérience à la Toussaint avec une tempête de forte intensité, des arbres couchés sur les routes. Tout ça, c'est pris en compte de manière globale par les agents du département aujourd'hui ? Alors c'est une des compétences essentielles, j'allais dire, de notre collectivité départementale. On dit souvent le département, c'est la collectivité du quotidien avec la mairie, la commune, parce que quand on connaît ces effets des événements climatiques que vous avez cités, il y a derrière des personnels qui sont d'astreinte, de jour comme de nuit, et ce sont des agents du département qui vont intervenir sur demande, à la fois pour les secours, à la fois avec les services départementaux d'incendie et de secours, bien sûr, et puis avec les sollicitations des maires et des conseils dans les communes. Donc c'est un service important. Alors évidemment, les périodes de gel ne sont plus celles qu'on a connues. On voit de moins en moins de périodes de dégel, mais il y a des événements climatiques également qui se produisent de manière assez violente. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu des coups de vent importants qui ont créé des interruptions de services sur les lignes ferroviaires. Ça fait partie du contrat de plan d'ailleurs d'améliorer la signalétique, la protection des voies. Et là aussi, je pense qu'on ne se rend pas suffisamment compte de l'importance de ces services qui sont à disposition en proximité. Allez, on va continuer à parler de l'actualité, Enzo, tout à l'heure avec le président du conseil départemental de la Sarthe, donc dans la deuxième partie. Et oui, on vous retrouve dans un instant, mais avant ça, on fête un anniversaire lors les 100 ans du lycée professionnel Sainte-Catherine, c'est au Mans. Une institution d'abord située en centre-ville, 18 rue du Docteur Leroy jusqu'en 1975 pour ceux qui s'en souviennent, avant de devenir le campus des métiers rue de Saint-Aubin dans le quartier du même nom, avec aujourd'hui 1200 élèves et apprenants dans 6 secteurs d'activité tels que la boulangerie, l'esthétique ou le commerce. Une histoire centenaire donc qui a été célébrée la semaine dernière avec un moment fort rassemblant nouveaux et anciens élèves. C'était jeudi 9 novembre. Regardez. C'est une école centenaire où se mêlent modernité et tradition, avec en cette journée de célébration un saut dans le passé, à une époque où l'on enseignait la dactylographie. Nous avons appris à taper à la machine sur des anciennes machines comme ça. Il y en avait je ne sais plus combien, ça faisait un bruit incroyable pendant 1 heure. Dans une autre classe, les visiteurs remontent encore plus loin dans le temps, au début du XXe siècle, le début des combats sociaux.
Je suis Louise Weiss et grâce à l'action militante de nos suffragettes qui ont eu le courage de s'opposer à cette société patriarcale en s'enchaînant aux grilles et en refusant d'obéir, grâce à nous, nous avons obtenu le droit de vote en 1944. L'établissement Sainte-Catherine s'inscrit dans cette histoire avec sa première directrice et fondatrice, sœur Catherine Berbigier. Catherine Berbigier a créé le premier syndicat féminin, donc c'est pas rien. C'est un peu l'histoire d'une femme qui a décidé à un moment donné d'avancer. Sainte-Catherine, c'est un ADN. Voilà, je le sens bien. Moi, je ne suis pas responsable de ça. Moi, ça fait 5 ans que j'y suis. Mais il y a cet ADN-là qui est très clair, c'est que le cours ne s'arrête jamais à la porte de la classe. La visite continue avec les élèves pour guide. Donc ici, nous avons une représentation de la filière de couture qui avait au tout début de l'ouverture du lycée, donc en 1923. Leur institution est centenaire, mais loin, très loin d'être poussiéreuse. Il y a beaucoup de nouvelles choses comme les instituts, comme la filière esthétique en soi qui a été créée il n'y a pas longtemps. On voit les locaux de l'extérieur ou quoi, où ça ne se voit pas du tout que ça fait 100 ans, vu que ça a été rénové, il y a des travaux. Un anniversaire qui marque aussi le retour d'anciens élèves. Ce chef d'entreprise est revenu avec plaisir retrouver ses professeurs. J'arrivais de collège sans but précis et puis ça m'a emmené ici le tremplin pour m'amener vers d'autres études et puis des postes et une carrière qui me plaît énormément. Donc tout est parti d'ici. Avec 1200 élèves et apprenants aujourd'hui, le campus des métiers Sainte-Catherine veut continuer d'écrire son histoire au plus près des préoccupations de notre époque. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, on se retrouve toujours avec Dominique Leménaire, le président du conseil départemental, juste après une courte page de pub et la météo. A tout de suite. Bonsoir. Eh bien encore quelques précipitations au cours de la soirée sur le département de la Sarthe, mais la situation va s'améliorer en cours de nuit. Donc on regarde la situation justement prévue jusqu'en fin de soirée, quasiment sur l'ensemble du département. Encore quelques passages pluvieux et ils se feront de plus en plus rares en fin de soirée et le ciel va se dégager au cours de la nuit. Alors regardez en milieu de soirée les températures entre 10 et 11 degrés. Pour ce vendredi matin, eh c'est le soleil qui va finalement s'imposer. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la journée, en tout cas du soleil et des températures forcément un peu plus fraîches. Les minimales vont redescendre et on s'approche des normales de saison puisque au lever du jour, il fera entre 5 et 6 degrés. L'évolution pour votre après-midi, alors quelques nuages vont se former, mais les éclaircies sont souvent prédominantes, donc une sensation de beau temps et des températures qui, elles, l'après-midi de ce vendredi, seront quasiment calées sur les normales de saison, entre 11 et 12 degrés. Un petit coup d'œil pour la journée de samedi, c'est l'instabilité qui reprend. Les averses sont attendues, averses par moments assez fortes et accompagnées de quelques bourrasques de vent, rien à voir avec les vents de ces dernières semaines, mais en tout cas des rafales de vent qui accompagnent les averses les plus fortes. Quant aux températures, elles remontent à regarder les maximales pour votre samedi. On est 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison puisqu'on attend au meilleur de l'après-midi entre 15 et 16 degrés. D'ailleurs, pour dimanche, côté température, on conserve la douceur. En revanche, côté ciel, ça se dégrade un peu puisque le ciel va se couvrir progressivement. Les pluies, dans un premier temps, ne seront pas très marquées, mais vont se renforcer dans la nuit de dimanche à lundi. Quant aux températures maximales de votre dimanche, elles seront toujours très agréables, presque printanières, entre 15 et 16 degrés. En tout cas, donc, ce vendredi, n'oubliez pas de fêter Élisabeth, mais surtout, passez une bonne journée. Merci de nous rejoindre sur LMTV. Tout de suite, on fait le point sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Vous le voyez, l'indice restera moyen ce vendredi sur l'ensemble de la région. Les vents forts, vous les avez sûrement ressentis ces derniers jours. Et les averses permettent une dispersion des polluants émis localement. Voilà pour la qualité de l'air. Maintenant, là, on retrouve notre invité, Dominique Leménaire. Absolument, on va parler du budget du département. Ça vous évoque probablement rien. Moi, ça ne m'évoque rien, mais je vais vous le donner quand même. 671,4 millions d'euros, voilà, pour l'exercice. Un budget en légère hausse avec des investissements en hausse. Comment fait-on dans cette période de crise qu'on connaît tous et que les départements connaissent pour continuer à investir, Dominique Leménaire ?
Alors, d'abord, les départements, comme toutes les collectivités locales, ont une obligation, c'est de produire des budgets en équilibre. C'est-à-dire que les recettes doivent égaler les dépenses, ce qui n'est pas le cas dans le niveau de l'État. Et évidemment, ça nous oblige à avoir des programmations pluriannuelles précises en termes d'investissement. Donc, on sait les mesurer, on les mesure au rapport des besoins, évidemment. Et à travers cette programmation pluriannuelle, on peut savoir sur quel délai on peut réaliser ces investissements. La difficulté pour nous, c'est plutôt de prévoir les recettes. Parce que le problème des recettes aujourd'hui est lié principalement à ce qu'on appelle les droits de mutation, c'est-à-dire cette partie des frais de notaire qu'encaissent les communes et les départements et qui constituent une recette importante et qui aujourd'hui sont en chute libre. Chacun connaît les difficultés de l'immobilier. Et c'est près de 20% de diminution, et c'est donc de l'ordre de 20 millions d'euros de recettes en moins pour le département, ce qui nous conduit effectivement à réajuster à la fois des dépenses d'investissement, mais aussi de fonctionnement. C'est pour ça que la nouvelle d'un accompagnement du contrat de plan État-région a été une bonne nouvelle pour nous, parce que ça va nous permettre de maintenir le rythme d'investissement, en tout cas sur un certain nombre de ces actions. Quels sont les sujets, vous justement, à titre personnel, qui vous préoccupent et sur lesquels vous aimeriez plus investir, justement ? Alors aujourd'hui, on est sur toujours un besoin important en matière de rénovation énergétique. Donc tous les bâtiments qui sont liés à l'activité, aux compétences du département nécessitent des travaux. Donc on voit bien, ce sont des sommes qui représentent plusieurs dizaines de millions. Donc il faut à chaque fois qu'on envisage un projet de réhabilitation ou un projet de construction, engager des sommes plus importantes que par le passé. C'est le cas dans les collèges, justement. Dans les collèges, et il faut qu'on continue à avoir ce rythme très important et même peut-être de l'accélérer comme certains le souhaitent parmi nous. Donc c'est une nécessité d'avoir cette programmation. Il y a des domaines dans lesquels on a pris de l'avance. Par exemple, je pense à l'aménagement numérique du territoire. Vous me disiez quels étaient les domaines plutôt de prédilection, parce que ça va aussi dans le sens de l'intérêt du développement économique des entreprises. Il y a près de 3000 entreprises qui sont en plein développement grâce à ces raccordements. C'est aussi d'offrir des conditions d'enseignement aux équipes pédagogiques dans les collèges. C'est mettre en œuvre un certain nombre de moyens qui sont, j'allais dire, à la disposition, qui sont utiles, voire indispensables au fonctionnement et de la vie quotidienne de notre département. Et c'est ce qui en fait la force pour cette collectivité, d'être une collectivité de proximité avec des investissements utiles et durables, puisque c'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Alors on n'a plus beaucoup de temps, mais un dernier mot quand même, parce que c'est un portefeuille qui concerne le département. L'aide sociale à l'enfance, on le sait, 1882 enfants sont confiés à l'aide sociale, gérée par les gens du département. Et on a vu la semaine dernière ce foyer géré par l'association Inalta avec des adolescents, 16 adolescents qui vivent dans ce foyer, qui sont placés souvent sur décision de juge. Aujourd'hui, ce foyer est dans un état de délabrement avancé et les personnels qui travaillent au sein de ce foyer vous alertent, vous demandent où en est le dossier. Question qu'on vous pose. Alors, le problème de l'enfance, c'est un problème crucial, vous l'avez dit. C'est près de 700 enfants supplémentaires qui ont été placés dans les 5 dernières années. C'est donc un sujet vraiment très, très important. Qu'est-ce que fait le département dans ce domaine? Il confie la responsabilité de ces placements généralement à des associations qui disposent d'un patrimoine immobilier qui leur est propre et pour lesquels nous apportons des financements. Donc quand un dossier est présenté par une association dans un domaine particulier, nous apportons une contribution financière qui permet de fonctionner régulièrement. Et ça prend en compte les besoins d'entretien et de réhabilitation. Alors, avec un public un peu difficile, c'est sûr que les frais de réhabilitation sont plus fréquents. Et dans ce cas d'espèce, je pense que l'association aurait intérêt à prendre mieux en compte ses besoins de renouvellement dans le cadre de son fonctionnement normal. Ce sont des bâtiments qui lui appartiennent, comme ils appartiennent à d'autres. Vendre ces bâtiments, par exemple. Construire, évidemment, peut-être serait la meilleure solution pour un nouveau projet, ou peut-être faire l'acquisition, comme nous le faisons nous-mêmes, puisque le département est aussi propriétaire d'un certain nombre d'immobilier pour pouvoir loger nous-mêmes un certain nombre d'enfants qui sont placés. Donc encore une fois, nous n'avons pas vocation à intervenir dans la gestion de ces associations. Je comprends le caractère alarmant de cette situation, mais il relève d'abord en priorité de l'association. Et en tout cas, nous sommes à sa disposition et je sais que les services travaillent avec elle pour trouver les meilleures solutions. En tout cas, nous avons des financements. Je rappelle, c'est 80 millions d'euros consacrés au domaine de l'enfance par le département chaque année.
Merci, c'est très clair. Merci Dominique Leménaire, le temps passe trop vite. On a encore plein de Merci questions à vous. d'actu, mais on vous réinvitera bientôt Avec plaisir. dans le journal. Mais on joue, Laure, avec le département de la Sarthe. En partenariat d'ailleurs. avec le Exactement. département de la Sarthe. Puisqu'on vous propose, comme chaque soir de la semaine, eh bien, de remporter votre livre Terre de Sarthe, mais surtout 2 places ce soir pour un match du Mans FC avec le département de la Sarthe. Donc, regardez la question qu'on vous pose ce soir. Aujourd'hui, avec la Sarthe en s'amusant, gagnez un livre Terre de Sarthe et 2 invitations à un match Le Mans FC en répondant à la question suivante. Où est né Antoine de Saint-Exupéry? À Lyon? À Paris? À Bordeaux? Ou au Mans? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Et Laure, on félicite notre gagnant d'hier. Absolument, le gagnant de mercredi est Roger Arétuse. Bravo à lui. Il a répondu à la question suivante. Le roi Charles VI est pris de folie au sud du Mans un 5 août. C'est mon anniversaire, pensez-y C'est tous. vrai. Mais en quelle année? Eh bien, c'était l'année 1392. Voilà. Voilà, et donc on se retrouve ce Le 5 vendredi août, pour un je autre. n'oublierai pas. Je n'oublie pas alors. Et on se retrouvera donc pour un nouveau jeu. Tout de suite sur LMTV, eh bien vous retrouvez Culturel, présenté par Chloé Bergerac. Quant à nous, eh bien on se retrouve toujours à 18h30. Merci Laure. Bonne soirée. À demain.